Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Alors la présente vidéo a nécessité pas mal de recherches et de matière grise et donc pas mal de temps aussi. Dans la première partie, je parlerai assez simplement et avec humour de l'actualité de la crise sanitaire. Dans la seconde partie, il sera question de science et de technologie, plus exactement de nanotechnologie. Là, surtout si vous n'êtes pas trop branché, peut-être aurez-vous besoin d'un petit cachet blanc ou d'une tisane. Ce serait bien aussi si vous aviez un petit côté Sherlock Holmes, si vous savez lire entre les lignes et voir plus loin que le bout de votre nez. Bon, moi, si j'y suis arrivé, ça devrait être à la portée de tout le monde. Allez, vous voilà averti. On y va. Allons-y. Je vais vous en apprendre une bien bonne. Nous ne sommes pas en dictature. Mais non, qu'est-ce que vous allez croire là? Ce n'est tout de même pas parce que l'armée a pris le pouvoir en Birmanie qu'il faut en faire une généralisation. Ce n'est pas non plus parce qu'en certains endroits du globe on tire à balles réelles sur les manifestants ou bien qu'on les torture qu'il faut y voir une quelconque malveillance qui sommeillerait derrière chaque gouvernement. D'ailleurs, par exemple, en France, on se limite à contrôler les dangereux délinquants qui voudraient goûter de l'air pur et iodé du littoral par de simples présences policières, à pied, à cheval, ou en voiture, avec drone ou hélicoptère, un peu comme à Dunkerque, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ne mélangeons pas tout. Mais rappelons tout de même que sur le plan historique, Dunkerque est à la fois symbole de défaite et de victoire, à la seule condition de se décaler un peu. En Belgique, d'ailleurs, les mesures connaissent de très nets assouplissements. Ainsi, le mètre 50 peut sans problème être respecté jusqu'à 2 mètres, voire plus. Rien ne vous interdit de mettre deux masques au lieu d'un, du moment que cela ne couvre pas la totalité du visage. Je vais donc retirer celui-ci, si j'y arrive, d'autant plus que c'est chaud là-dessous. Hein, bon, alors, si vous voyez ce que je veux dire, bon, soit. J'ai comme ça relevé tout un tas d'anecdotes savoureuses de notre quotidien qui permettent de constater à quel point nous sommes dans un contexte de cohérence parfaite entre les dispositions qui sont prises en haut lieu et la réalité pragmatique de terrain. Vous voulez un exemple? Eh bien, notre cher ministre de la Santé, M. Van den Broek, a décrété, suite au dernier comité de concertation qui étendait la bulle sociale extérieure à 10 personnes au lieu de 4, que les 10 personnes en question pouvaient désormais traverser la maison pour se rendre au jardin. Vous voyez que c'est nettement plus pratique. Jusqu'ici, en effet, les 4 autorisés devaient entrer un par un, ou alors devaient-ils passer par le chemin mitoyen quand il y en avait un, ou bien simplement franchir les clôtures des jardins, escalader les murs, se faire parachuter ou passer par les toits, comme Belmondo, ou bien ce fameux député à Bruxelles. Vous vous souvenez, celui qui était tout nu et à qui les policiers demandaient ses papiers? Donc franchement, maintenant, c'est beaucoup plus facile et nous attendions cette autorisation avec beaucoup d'impatience. Vous voulez un autre exemple de notre liberté totale? Eh bien, aucune mesure sanitaire ne m'interdit de mettre un générique ici. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré en grande partie des newsletters de RTL Info. Vous pourrez en trouver les références dans le descriptif ci-dessous. J'en passe rapidement quelques-unes avec vous, histoire d'en éplucher un peu le narratif. Au samedi 6 mars, on voyait que si des terrasses des cafés étaient ouvertes, les toilettes, en revanche, auraient été interdites. On comprend mieux le souci de notre gouvernement pour le lavage des mains. Au jeudi 4 mars, on trouvait un article intitulé Les experts de la santé sous l'influence des firmes pharmaceutiques. Point d'interrogation. Ils se défendent de tout conflit d'intérêts. Bon, je vous laisse lire l'article dans le descriptif. Je ne fais pas de commentaires. Le 8 mars, on relevait que la Commission européenne se disait surprise de la prolongation par la Belgique de l'interdiction de voyages non essentiels, et ce en raison de la nécessité de proportionnalité des dispositions, entre autres. En de nombreux points, on constate que nos gouvernements font la sourde oreille aux contestations ou protestations émanant d'institutions de toutes sortes, défendant par exemple les droits de l'homme ou l'aspect légal des dispositions. En fait, sous prétexte sanitaire, ils s'arrogent le droit de temporiser tout en avalisant le non-respect des remises à l'ordre et autres remontrances. Quelque part, ne pourrait-on pas se demander si par le fait même, ils n'entendraient pas imposer une forme de régime indépendant ou autonome qui ferait l'impasse sur les libertés les plus fondamentales. Donc,
Hélas, cela s'apparenterait, le cas échéant, sinon à une dictature, mot peut-être un peu exagéré et trop galvaudé ces derniers temps, du moins à un régime fort. Un système qui ne se laisserait infléchir par rien ni personne. Depuis combien de temps, en effet, quantité de médias alternatifs, de spécialistes de tout genre, d'associations diverses n'exposent-ils pas l'efficacité de ceci ou cela, ou au contraire l'inefficacité de ceci ou cela? Combien ne dénoncent-ils pas la disparité, la dichotomie ou la disproportion entre chic et tchac, comme on le dit chez nous, c'est beau d'avoir du vocabulaire, n'est-ce pas? Et force est de constater que ça ne les ébranle pas. À ce sujet, je disais dernièrement que sur un groupe de 21 pays considérés au niveau de la valeur de leur démocratie, la Turquie apparaissait sans grande surprise en dernière position, précédée par la Grèce, ce qui n'est guère plus étonnant. Par contre, on est abasourdi de voir que la Belgique figure à la 19e position. Oui, vous avez bien entendu, la Belgique est 19e sur 21 pays européens dans le classement des démocraties. Ça a le mérite d'être clair et ça émane d'un avocat spécialisé en droits de l'homme. Vous avez ci-dessus, à ce propos, une suggestion de fiche. Toujours en date du 8 mars, je découvre le désarroi des pompes funèbres dans le titre qui suit. 50 personnes aux enterrements, point d'interrogation. Sur le terrain, cela s'avère impossible à mettre en place. Il faut savoir en effet que la dite mesure d'assouplissement, puisque jusque-là seules 15 personnes étaient autorisées lors des funérailles, et ce nombre est passé à 50, cette mesure donc est assortie d'une condition, celle de respecter un espace de 10 mètres carrés par personne. On se rend aisément compte que c'est en effet impossible en pratique, mais c'est aussi se moquer du monde, et c'est encore plus grave de le faire vis-à-vis de personnes se trouvant déjà dans la tristesse et le désarroi, tout en présentant cela comme un retour à la liberté. On pourrait se demander pourquoi 10 mètres carrés par personne, alors que la distance physique à respecter est de 1,50 m. En fait, c'est un peu comme si on ajoutait une distance de sécurité supplémentaire d'1 mètre carré tout autour du 1,50 m de sécurité. Par contre, cela se justifierait si l'on considérait que les personnes étaient en train de courir et risquaient donc de projeter leur postillon sur une distance nettement supérieure, conformément à cette étude chinoise qui estime alors la distance à 4 mètres, ou bien l'étude américaine qui la mesure à 8 mètres, sauf que les gens font rarement leur jogging en même temps que leurs emplettes. Et puis vous avez déjà essayé de faire un jogging avec un caddie, vous? Ou pire encore, faire un jogging avec un caddie lors d'un enterrement. Au 4 mars, je notais le titre suivant. En Belgique, la chasse aux docteurs anti-vaccins a commencé. Je vous laisse lire l'article dont la référence figure dans le descriptif ci-dessous. Cela fait évidemment penser à la censure dont nombre d'entre nous, parfois médecins aussi d'ailleurs, font l'objet. Le sujet a déjà été maintes fois évoqué et s'il faut bien entendu prendre en considération les propos spécifiquement exposés par les médecins concernés, dans le cas présent il faudrait dire incriminés, je ne comprendrais pas cette disposition si les propos en question ne devaient pas s'écarter de ceux exposés clairement par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes, lesquels se suffisent amplement. Le 4 mars, le nombre de décès était signalé en baisse et évalué à 24,9 par jour. Le 3 mars, le nombre de décès quotidiens diminue. En moyenne, 24,1 personnes ont succombé au coronavirus entre le 21 et le 27 février, une diminution de 29,3% en une semaine. Donc, y aurait-il un lézard dans les chiffres? Car pour moi, passer de 24,1 à 24,9 représente bien une augmentation et non une diminution. Et le 3 mars vient bien avant le 4 mars. Donc, à force de diminuer, le nombre de décès finirait bien par saturer les entreprises de pompes funèbres. On aurait alors l'explication du paradoxe. Plus il y en a tant moins, et moins on peut en plus. Je vous parlais récemment des livres de Robin Cook, cet ancien chirurgien et ophtalmologue américain qui s'est converti fort à propos dans le thriller parfois porté à l'écran, comme dans Mutation, et qui semble en phase avec nos préoccupations, notamment avec Pandémie. Mais ce qui m'a plus particulièrement intéressé dernièrement, c'est Nano, qui, comme son nom l'indique,
voilà, met en exergue les nanotechnologies que nous pouvons supposer concerner aussi nos fameux vaccins via les nanoparticules. En parallèle, je me suis instruit sur le sujet avec les nanotechnologies de la collection Voyage dans le cosmos présentée par Hubert Reeve. J'ai conjugué tout cela avec Virus du même Robin Cook qui se passe de commentaires. Sur le plan de la forme, je dois vous avouer que j'ai été déçu, car Nano est un bouquin de plus de 600 pages qui laisse le lecteur sur sa faim, car en fait, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que celle-ci est bâclée et que l'on attend une suite, laquelle n'a pas encore été publiée. Est-ce que les méchants seront punis par la mafia albanaise, là où les policiers américains corrompus ne se seront pas interposés face à l'enlèvement d'une chercheuse passionnée de nanotechnologie dont l'entreprise se montrait peu soucieuse de l'éthique en se livrant à des expériences médicales inavouables? C'est une bonne question qui restera donc au moins provisoirement sans réponse, mais qui nous mettra la puce à l'oreille lorsque l'on constatera la très nette influence chinoise. Vous remarquerez aussi que dans tout cela, on ne saura pas si l'héroïne, je veux dire l'actrice principale qui mène également l'enquête, succombera à un réseau de prostitution et de traite des êtres humains, y compris mineurs, bref, de pédophilie. Tout ce que l'on comprendra en revanche, c'est que l'employeur de cette héroïne s'enverra en l'air, dans et avec son avion, ce qui est évidemment pratique pour se faire descendre. Par contre, sur le plan du fond de l'histoire, Robin Cook y va de nombreuses révélations, à commencer par le fait que la Chine phagocyterait, pour reprendre le vocabulaire de circonstance en matière médicale, nombre de laboratoires de recherche à grands coûts d'investissement massifs, sous le couvert d'importantes prestations sportives, par exemple les Jeux Olympiques. Voilà qui donne des idées lorsque l'on se rappelle la chronologie des événements entourant le début de la pandémie et les hypothèses qui circulent quant à ses origines. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, ce qui serait de toute façon sans intérêt dans le cadre qui nous intéresse. Il faut juste savoir que les nanotechnologies, donc pour résumer ce qui se fait à partir d'éléments infimes de l'ordre nanométrique, est tout bonnement révolutionnaire, extrêmement prometteur et aussi surprenant par la nature même des propriétés des éléments en question. Pour situer un peu, disons que les particules en question disposent dans ces conditions de petitesse de propriétés totalement différentes, surprenantes et potentiellement très porteuses, notamment, mais pas exclusivement, sur le plan médical. En matière de vaccins, dans le contexte actuel, notamment celui amené à tort ou à raison par les milieux complotistes, ce sont les nanoparticules qui sont souvent pointées du doigt. Pourtant, celles-ci se retrouvent très fréquemment, et j'ai envie de dire assez innocemment, dans nombre de principes actifs pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de nanoparticules lipidiques, autrement dit de simples petites boules de graisse. Ce qui est beaucoup plus intéressant est évidemment de savoir ce qu'elles contiennent. Alors nous savons que dans certains cas, elles contiennent ce fameux ARN messager qui est souvent mis en cause pour évoquer un éventuel danger sur le plan de la transmission ou de la modification du patrimoine génétique, et donc aussi sur le plan de la procréation, mais aussi le principe même de la protection contre l'infection basé sur un système de programmation immunitaire. En dehors de cela, ces nanoparticules contiennent des excipients dont j'ai déjà donné les formules savantes lors d'une précédente vidéo, et des substances qui assurent la protection du système contre les agressions à mettre entre guillemets dans le cas présent, contre les réactions immunitaires de l'organisme. Le principe est connu, si l'organisme perçoit un corps étranger ou une entité susceptible de lui nuire, il se défend en tentant de le détruire. Cette protection devient indésirable si le corps étranger en question, on va l'appeler comme ça, est supposé défendre l'organisme. En termes militaires, on dirait qu'il s'agit d'un tir ami, c'est-à-dire un tir que des soldats feraient contre leurs propres troupes parce qu'il y aurait erreur sur la personne. Le problème pour nous, chercheurs, c'est que l'étude de cet ARN messager est particulièrement complexe et relève du génie génétique et tout le monde ne s'appelle pas Alexandra Henrion-Code pour ne pas la citer. Donc là, faute de compétences spécifiques, il nous est difficile, sinon impossible, de faire plus que de recevoir les explications du professeur Raoult ou de ses semblables avec toute la controverse que l'on connaît. On ne va donc pas entrer dans ces considérations, tout simplement parce qu'elles ne sont pas à notre portée. Je vais donc reprendre des éléments plus accessibles et issus du livre en question, Nano donc, pour relayer ce que je trouve en page 63, je cite. La plupart des applications en nanotechnologie se trouvent dans des trucs comme les peintures, les matériaux ultra-légers, la production d'énergie et son stockage, les tissus et les technologies de l'information, c'est-à-dire des trucs qui n'ont rien à voir avec la médecine.
Fin de citation. Et un peu plus loin dans la même page, donc je reprends citation, je sais que Nano a aussi mis sur le marché plusieurs produits de diagnostic médical, genre capteurs et puces à ADN pour les analyses et le séquençage in vitro. Fin de citation. Et enfin, on est reparti pour une citation, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les nanorobots sur lesquels je travaille, les microbivores. Voilà déjà autant de points qui en interpelleront plus d'un à la seule condition d'avoir un peu de suite dans les idées. Mais il faut aussi rappeler tout de suite que si Robin Cook est un ancien chirurgien qui en connaît donc un bout en matière de médecine et qui sait donc de quoi il parle, en revanche, pour les besoins de ses intrigues, il introduit parfois ce qui se situe aux portes de l'anticipation, de la fiction, et il ne faut donc pas tout prendre pour de l'argent comptant. C'est la raison pour laquelle je me suis renseigné sur ces sujets pour constater par exemple que les nanorobots, même s'ils sont souvent récupérés en matière de science-fiction, existent bel et bien, que l'on consulte à ce sujet Wikipédia, je vous mets la référence dans le descriptif ci-dessous, ou bien le deuxième livre que je vous ai présenté à propos des nanotechnologies. Je cite ici Wikipédia. Un nanorobot, ou nanite, et il y a encore pas mal d'autres noms possibles, est un robot dont les composants sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire 10 exposant moins 9 mètres, fabriqué grâce aux nanotechnologies émergentes. Plus particulièrement, la nanorobotique fait référence au domaine d'ingénierie qui s'intéresse à la conception et à la construction des nanorobots dont les dimensions varient entre 0,1 et 10 micromètres et qui ont des composants moléculaires ou à base d'ADN. En général, de telles machines sont à l'étape de recherche. Mais quelques appareils moléculaires ont été mis à l'épreuve. Un exemple est un détecteur ayant un interrupteur de 1,5 nanomètre de largeur, capable de compter des molécules précises dans un échantillon chimique. Les nanorobots pourraient trouver leur première application utile dans la médecine, servant à repérer et anéantir les cellules cancéreuses. Une autre application possible serait de détecter les produits chimiques toxiques dans l'environnement et mesurer leur concentration. L'université Rice a créé une voiture à molécules uniques avec des Buckminster fullérenes en guise de roue produite par un processus chimique. Bon, rassurez-vous, je vais expliquer par la suite. Une autre définition serait un robot capable d'interactions précises avec des objets microscopiques ou capable d'effectuer des manipulations à l'échelle nanométrique. De tels appareils appartiennent plutôt à la microscopie ou microscopie à sonde locale. Par conséquent, même un grand appareil comme un microscope à force atomique peut être considéré comme un outil nanorobotique lorsqu'il est configuré pour effectuer des manipulations à l'échelle nanométrique. On peut également inclure dans cette catégorie des dispositifs, des robots de grande taille et cependant capables de mouvements à l'échelle nanométrique. Donc il y a ici tout un ensemble de nuances dont il faut tenir compte. On va parler un tout petit peu de théorie nanorobotique. Alors, selon le physicien Richard Feynman, c'était son ancien étudiant de 3e cycle et collaborateur Albert Hibbs, non, j'ai pas le hockey, c'est son nom, qui lui avait d'abord suggéré aux environs de 1959 l'utilisation des machines menues, envisagées par Feynman, à des fins médicales. Hibbs suggéra que certaines machines réparatrices pourraient rapetisser jusqu'au point où il serait théoriquement possible, comme le dit Feynman, d'avaler le médecin. L'idée se trouva incorporée dans sa dissertation de 1959 titrée « Il y a plein de place au fond ». Puisque ces robots seraient d'une taille microscopique, il en faudrait sans doute une grosse quantité en collaboration afin d'effectuer des tâches sur une échelle macroscopique. Une discussion théorique approfondie traitant des questions de dessin, détection, alimentation, orientation, maniement, déplacement et calcul fait à bord est présentée dans le contexte médical par Robert Freitas. C'est un nom qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans le livre de Robin Cook, Nano. Certaines discussions restent au niveau de l'irréalisable et n'approchent pas du niveau du génie spécifique. Au niveau des applications, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, des applications dans le domaine médical sont envisageables. Par exemple, le système animé par les fibres musculaires pourrait aider les patients dont les nerfs phréniques sont endommagés, ayant donc du mal à respirer, à utiliser leurs propres fibres cardiaques
en forçant leur diaphragme à se contracter. Placés dans le corps humain, ces biorobots feraient fléchir un matériau piézoélectrique plutôt qu'un fil de silicium et l'émission de décharges de quelques millivolts stimulerait les nerfs phréniques et coniques. Parmi les plus intéressantes applications hypothétiques des nanorobots, on dénote la construction de nanomachines hyper complexes et multifonctionnelles qui permettraient la reconstruction de tissus vivants par une simple injection sous-cutanée. Ces nanorobots, assez petits pour entrer dans une cellule vivante, pourraient remplacer ou réparer les organites, modifier les acides nucléiques, donc le code génétique, ou effectuer d'autres tâches impossibles sans une microchirurgie invasive. On peut aussi s'imaginer que les nanorobots pourraient guérir les cancers en détruisant les cellules qui dégénèrent. Alors dans cette longue citation, voici ce que je relève et qui m'interpelle, mais qui n'est en aucune façon à comprendre comme une affirmation péremptoire ou une conclusion qui aurait une quelconque proximité avec la certitude, mais qui constitue autant de questions dont je n'ai pas la réponse, mais vous savez comme moi que pour obtenir des réponses, il faut commencer par poser les bonnes questions. Les nanorobots existent donc et ont des composants moléculaires ou à base d'ADN. À base d'ADN, point d'interrogation, nos vaccins pourraient-ils donc être composés de nanorobots? Je rappelle qu'il s'agit simplement d'une question. On signale dans le deuxième paragraphe que les nanorobots pourraient servir, vous remarquez qu'il s'agit d'un conditionnel hypothétique, dans la détection et la destruction de cellules cancéreuses. C'est une excellente nouvelle que confirme le second livre dont je vous ai parlé. Ce dernier se fait d'ailleurs plus affirmatif à ce sujet. Mais en ce qui me concerne, je vais me rappeler les propos de ce médecin qui s'exprimait sur les ondes de Bel-Ertiel, en Belgique donc, et qui expliquait que la rapidité avec laquelle le fameux vaccin contre le Covid avait été réalisé s'appuyait en fait sur les recherches déjà effectuées de longue date en matière de lutte contre le cancer. En somme, si le vaccin avait été réalisé en un temps record, ce que les complotistes pointent du doigt d'un air accusateur ou disons en tout cas méfiant, relèverait surtout d'une récupération et disons d'une extrapolation sur base de travaux déjà existants et ayant d'ailleurs déjà fait leurs preuves. Le problème que vous aurez probablement détecté, comme moi si vous êtes subtil et que vous avez de la suite dans les idées, c'est que nous avons un problème soit de chronologie, par exemple des fichiers qui ne seraient pas à jour, par exemple, et sur lesquels on se baserait, soit de secret industriel, une connaissance qui n'aurait pas pu être livrée au public, ce qui est très possible, soit de passage de ce qui est présenté comme une possibilité future à une réalisation actuelle. Alors, une autre façon de poser la question est comment a-t-on pu passer aussi rapidement de la théorie à la pratique en commençant supposément les travaux à la date inconnue du début de la pandémie sur base de recherches possibles aux résultats hypothétiques présentés médicalement comme probants et alors que dans la vie de tous les jours, on déplore couramment quantité de décès dus à nombre de cancers. C'est une question. Je ne peux m'empêcher de soulever un point corollaire. Nous aurions donc une avancée révolutionnaire qui nous permettrait, au terme de nombreux et divers financements, de traiter le cancer, mais qui se remarquerait relativement peu en pratique, semble-t-il, en évitant la chimiothérapie et les radiations, sauf qu'il faudrait en faire abstraction à cause du Covid et en raison de la saturation hospitalière. Mais sur base du même principe remis au goût du jour pour les besoins que l'on sait, on mettrait en œuvre un principe actif salvateur pour la population mondiale auquel chacun devrait adhérer. Ouais bon, je suis pas sûr que vous ayez vraiment tout compris. Alors bon, pour ceux qui dorment un peu là dans le coin de la salle, du côté du feu, je vais essayer de reprendre ça d'une autre manière. Ce que l'on peut comprendre, en tout cas, c'est que l'on procède volontairement ou pas à l'effondrement économique de pays entiers afin de privilégier, sinon d'imposer le vaccin qui charrie ou charriera des milliards d'euros d'une manière ou d'une autre. La rapidité de sa réalisation n'aurait rien de complotiste, puisqu'elle se baserait sur des connaissances déjà acquises de longue date en matière de cancer et dont on aurait pu profiter pour gagner du temps. Sauf que cela se base sur une théorie robotique dont l'existence n'est pas avérée puisqu'on la met au conditionnel. Et oui, sauf que ce qui est hypothétique dans le texte, c'est le rôle des robots qui, eux, restent, si j'ose dire, en suspension dans l'air. Ils ne sont pas encore là, du moins
à ce que l'on nous laisse sous-entendre. Donc, dans l'immédiat, ceci n'aurait aucune incidence sur le vaccin, ni sur sa qualité, ni sur sa fiabilité, ni sur son efficacité, sauf que l'on ne peut pas dire pour le moment s'il contient des nanorobots ou pas, et sauf que l'on va peut-être l'apprendre ou s'en faire une idée dans la suite de cette vidéo. Voilà, c'était pas si compliqué finalement quand même, hein, bon. Une autre application possible serait de détecter des produits chimiques toxiques dans l'environnement et mesurer leur concentration. Alors ici, il faut savoir que certaines nanotechnologies sont réputées pouvoir être activées ou désactivées par ultrasons, c'est-à-dire finalement par un biais ondulatoire ou vibratoire si vous préférez. Dans le monde de plus en plus pollué dans lequel nous vivons, on conçoit facilement les applications possibles et particulièrement intéressantes, voire salvatrices, puisque dans un milieu donné, les nanorobots que nous véhiculerions apprécieraient la dangerosité de l'environnement et activeraient les défenses propres à protéger l'individu, ou pas. Ou pas parce qu'il y a toujours une possibilité de on-off, facile à imaginer. À ce sujet, il me faut ici raconter brièvement l'expérience à laquelle je me suis livré en compagnie d'un collaborateur pour démontrer que la protection ou la couverture par le principe de la cage de Faraday était toute relative. Cela ne remet pas en cause le principe même de la cage de Faraday et ses exceptions, un point qu'il serait trop complexe d'exposer ici, mais qui a été pleinement confirmé par l'un de nos physiciens. En gros et très schématiquement, il s'agit d'une question de configuration. Bon. Toujours est-il que nous avions recouvert un téléphone portable de papier aluminium que nous l'avions placé dans une casserole retournée, casserole elle-même recouverte de grillage pour poules, de grillage pour poules donc métallique toujours, hein, et avec plusieurs couches, que nous avons appelé le téléphone ainsi protégé et qu'il a sonné. Nous en avons même obtenu le répondeur. Il y a de cela quelques mois maintenant, je m'étais rendu dans une grande surface dont je tairai le nom, mais dont on connaît bien l'absence de réseau téléphonique GSM, probablement parce que ces murs sont faits de béton armé et à cause du nombre de ces rayonnages métalliques. Donc je savais que, jusque-là, il était impossible d'obtenir une communication à partir de ce genre de surface commerciale. Je ne vous dis pas ma surprise lorsque j'ai constaté que c'était désormais tout à fait possible, même s'il est vrai que la communication n'était pas de bonne qualité. Puisque, à ma connaissance, rien n'a changé au niveau de l'établissement en question, ma question devient, aurait-on changé quelque chose au niveau ondulatoire, soit sur le plan de la puissance ou de la fréquence, de manière à obtenir une meilleure pénétration, de manière à ce que chacun soit accessible, quelle que soit sa position, accessible par téléphone, mais donc aussi localisable. Comme mon expérience n'a pas la prétention d'être valable partout ou dans tous les cas, je vous invite à la faire vous-même puisqu'il est très simple à réaliser et à me dire, si vous le voulez bien, ce que cela donne de votre côté. Je vous en remercie d'avance. Toujours dans le même paragraphe, on trouvait la phrase suivante. L'université Rice a créé une voiture à molécules uniques avec des Buckminster-Fullerene en guise de roue, produite par un processus chimique. Waouh! Alors, non seulement l'exploit a consisté à réaliser une voiture à l'échelle nanométrique, je ne sais pas si vous imaginez, hein, une voiture qui, le cas échéant, nous transformerait en autant de parking géants, mais en plus, cela donnerait une possibilité de réponse quant à un sujet qui a entraîné une immense controverse au sein des enquêteurs du paranormal, à savoir la polémique des orbes. Bon, je m'en doute, il faut que je vous donne ici quelques explications, parce que si ce n'est pas déjà fait, vous risquez d'être largué. Alors, d'abord, qu'est-ce que les Buckminster-Fullerene ? On va se contenter de dire qu'il s'agit d'une molécule sphérique qui ressemblerait à un ballon de football à cause de sa forme, constituée de pentagones et d'hexagones. On connaît son existence depuis 1986 grâce au prix Nobel de chimie Smalley, de Curl et Croteau, et on a donné son nom en l'honneur de Richard Buckminster Fuller, architecte américain inventeur du dôme géodésique.
Pour ce qui est des orbes, disons qu'il s'agit de ces taches blanchâtres, circulaires ou sphériques, que l'on trouvait parfois déjà sur les photos en argentique ou même en polaroid, et finalement surtout avec les appareils photonumériques. Ces taches ont donné lieu à nombre de superstitions, à d'innombrables hypothèses dans lesquelles on évoquait des manifestations de l'au-delà, ou des stades intermédiaires de la matérialisation d'un esprit, ou encore des véhicules extraterrestres, ou en relation avec je ne sais quelles entités. Je ne vous dis pas ce que ça a pu donner comme prise de tête entre les croyants et les sceptiques. Dans le cas qui nous concerne, on le voit, c'est la science qui triomphe. Encore que certains cas restent mystérieux, notamment ceux dans lesquels on peut percevoir des visages, ceux de défunts, etc. Ce qui est plus difficile à expliquer par les Buckminster Fulleren, mais plus aisé au moyen de la pareidolie. Bon alors, d'accord, vous irez voir au dictionnaire, je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures. Tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui parlaient de véhicules n'avaient peut-être pas complètement tort, sauf qu'on comprend mal ce qu'ils feraient à la fois dans les organismes et dans l'air ambiant. Ok, mais quel rapport entre les Buckminster Fulleren et le vaccin contre le Covid? En principe, rien. Mais attendez la suite. Je reprends cette fois une phrase de la théorie nanorobotique. Puisque ces robots seraient d'une taille microscopique, il en faudrait sans doute une grosse quantité en collaboration afin d'effectuer les tâches sur une échelle macroscopique. Tiens donc, c'est exactement le genre de propos que tient Robin Cook dans son livre Nano. C'est la quantité qui fait l'efficacité. Encore faut-il aussi le bon dosage pour obtenir un but spécifique. Ce qui pose problème sur le plan pratique, c'est la possibilité de réplication, car on imagine facilement que ce que peut représenter la réalisation de milliards de nanorobots à multiplier éventuellement par le nombre d'individus concernés. C'est là que l'on s'étonnerait moins de la volonté de réduire la population mondiale à 500 millions d'individus, mais ça c'est pour l'humour. Quoique. Sur le plan de la science-fiction, le problème contiendrait sa propre solution, puisque plus l'individu contiendrait de nanorobots, plus il serait possible de le désactiver à distance, entendez donc de le faire disparaître de la circulation. En outre, vu la taille de ces éléments, il serait extrêmement difficile, sinon impossible, de les incriminer en cas de décès, et les décès en question pourraient eux-mêmes faire l'objet de tests aléatoires portant sur l'efficacité de la technique, si vous me suivez. Donc, toujours si vous me suivez, un principe économique bien connu consiste à payer ce que l'on doit en plusieurs fois quand on ne peut pas le payer comptant. De cette manière, on injecte en plusieurs étapes la quantité d'argent voulu jusqu'à respecter la somme à atteindre. Des nanorobots potentiellement en circulation à l'air libre ou dans nos veines, dans nos cellules, qui auraient pu être photographiés d'abondance grâce à la sensibilité des capteurs numériques de nos appareils photo, bien plus sophistiqués que jadis, voilà un monde invisible qui nous entourerait, ferait peut-être déjà partie de nous et auquel nous avons beaucoup de mal à croire, n'est-ce pas? C'est aussi un monde qui ferait une bonne transition avec les propos d'une certaine Claire Sévérac, qui parlait entre autres des chemtrails. Voilà encore un sujet sur lequel il faut que je dise 2 mots pour ceux qui ignoreraient encore de quoi il s'agit. Les chemtrails, en gros, ce sont les traces longilignes, blanches, que l'on peut voir dans le ciel quand passent des avions. La personne lambda ne se pose généralement pas de questions en observant ce phénomène, tant il apparaît clairement qu'il s'agit simplement du sillage provoqué par les réacteurs des avions. Qu'il y en ait beaucoup plus de nos jours par rapport à l'époque où les témoins étaient jeunes n'étonnera pas non plus, puisque les communications aériennes se sont considérablement développées. Là où les choses deviennent plus difficiles à admettre, c'est lorsque le ciel apparaît comme quadrillé régulièrement, systématiquement par ces lignes blanches. Il y a aussi ces cas où les lignes font carrément demi-tour, comme si le pilote avait oublié son paquet de cigarettes à l'aéroport. Ce qui fait croire à certains, comme Claire Sévérac, à des épandages clandestins, malicieux, de substances toxiques, éventuellement constituées de nanoparticules, de Buckminster Fulleren, voire d'autres produits parfaitement indésirables qui provoqueraient des cancers, la maladie des moujons ou d'autres pathologies potentiellement mortelles. Alors, soit le but résiderait simplement dans une volonté très indélicate de se débarrasser de ces toxiques au détriment de la santé de la population, et si on a du mal à admettre ce point de vue, on remarquera à tout le moins que nombre d'industries ne s'en privent pas par ailleurs. Bon, soit s'agirait-il d'une intention malveillante qui, si
elle semble clairement conspirationniste et peu admissible sur le plan de l'éthique, reste néanmoins dans l'ordre du possible. On pensera ce que l'on voudra du sujet, et je ne me prononcerai pas sur cette question, mais à tout le moins on pourra, surtout dans le contexte actuel, admettre que nos gouvernements n'agissent pas uniquement et en toute limpidité, exclusivement dans un but sanitaire. L'idée de tests et d'expériences dont la population ferait l'objet à ses frais ne date pas d'hier, et je renverrai ceux qui désireraient plus d'informations sur le sujet à l'affaire de Pont-Saint-Esprit du 16 août 1951, aussi appelée l'affaire du pain maudit, et je vous mets aussi la référence dans le descriptif. Vous avez décidément de la lecture, vous avez de la doc, comme dirait le capitaine. Au niveau des applications de la technologie, notamment sur le plan médical, il faut prendre garde à ne pas confondre deux termes assez proches, néphrique ou phrénique. Dans un cas, on parle des reins, dans l'autre, du diaphragme. Cela disculpe théoriquement le remdesivir, au moins sur ce sujet, mais pour le reste, je rappelle la partie intéressante. Des applications dans le domaine médical sont envisageables. Par exemple, le système animé par des fibres musculaires pourrait aider les patients dont les nerfs phréniques sont endommagés, ayant donc du mal à respirer, à utiliser leurs propres fibres cardiaques en forçant leur diaphragme à se contracter. Placés dans le corps humain, ces biorobots feraient fléchir un matériau piézoélectrique plutôt qu'un fil de silicium, et l'émission de décharge de quelques millivolts stimulerait les nerfs phréniques et coniques. Si vous avez une impression de déjà-vu, c'est normal. Ici, à titre de simple hypothèse, je relèverai que ce qui peut se faire dans un sens est supposé pouvoir se passer dans l'autre, ce qui, le cas échéant, serait pour le moins compromettant dans le cadre d'un syndrome respiratoire aigu. Mais ceci est toujours subordonné à l'existence des nanorobots qui seraient présents dans l'organisme et commandés à distance. Sur ce dernier point, on dispose bien évidemment déjà de la technologie requise, et ce, même depuis plusieurs décennies. Pour être complet, je terminerai par cet autre paragraphe. Parmi les plus intéressantes applications hypothétiques des nanorobots, on dénote la construction de nanomachines hyper complexes et multifonctionnelles qui permettraient la reconstruction de tissus vivants pour une simple injection sous-cutanée. Ces nanorobots, assez petits pour entrer dans une cellule vivante, pourrait remplacer ou réparer les organismes, modifier les acides nucléiques, donc le code génétique, ou effectuer d'autres tâches impossibles sans une microchirurgie invasive. Là aussi, je vous laisse un document dans le descriptif. Il n'est pas piqué des vers. On peut aussi s'imaginer que les nanorobots pourraient guérir les cancers en détruisant les cellules qui dégénèrent. C'est bien ce que je vous disais précédemment, en soulignant toutefois le fait que l'article de Wikipédia parle d'applications hypothétiques, et vous avez donc maintenant mon point de vue sur le sujet. La boucle est bouclée. Pour être objectif, il faut aussi rappeler que dans le livre de Robin Cook, on rencontre ce qui peut bien se qualifier d'anticipation. Pour ma part, je me suis surtout appuyé sur le texte de Wikipédia, qui lui est supposé actuel. Il me reste à dire que même l'œuvre du chirurgien ophtalmologue Nano a vu sa publication en 2012, traduction française en 2013, et quand on voit les progrès réalisés en matière de miniaturisation, d'informatique, de communication, etc., en une dizaine d'années, il y a de quoi se poser des questions, non ? Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Désolé si vous avez besoin de paracétamol. Moi, ce dont j'aurais plutôt besoin, ce serait de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos suggestions, et que vous partagiez un max. Allez, on se retrouve pas plus tard que la prochaine fois. Vous savez que je ne lâcherai pas le morceau. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Salut!